Bonjour à tous, donc bienvenue à la troisième table ronde cybersécurité de cette matinée sur la nécessaire prise en compte des risques par les petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Donc je suis Caroline de Rubiana, je suis chargée de mission cybersécurité pour l'Agence de développement économique ADOC. Et je vais donc animer cette table ronde avec 5 intervenants à qui je vais proposer de se présenter. On va commencer à l'extrême droite. Bonjour à tous, donc moi c'est Mathieu, je suis chargé clientèle en fait chez AXA, Galley Labotte, donc les assurances pour les professionnels et entreprises. Et donc voilà, moi je vais aborder le thème en fait surtout de la partie assurance cybersécurité. Bonjour, Eric Le Calvez, groupe BPCE, et moi je m'occupe de la fraude, de la sécurisation des applications et tout ce qui est analyse de risque au sein du groupe BPCE. Bonjour, Lionel Wojslewski, je suis administrateur du club EBIOS, donc je vais intervenir surtout sur la partie maîtrise, analyse des risques. Le club EBIOS étant un club qui existe depuis 2006, soutenu par la NSSI, et autour de le développement de la méthodologie EBIOS, son application, des guides pour aider à son application, notamment dans les petites et moyennes structures. Bonjour, Nicolas Collen, avocat en droit de la protection des données au sein du cabinet Altige. Je suis avocat en France et en Angleterre parce que c'est toujours bon d'avoir un point de vue à des Anglais, je trouve. Bonjour, Jérôme Fréani, donc je représente la société alternative. Nous sommes éditeurs de solutions de cybersécurité et prestataires de services, donc c'est un plaisir de partager cette table ronde avec vous. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question pour Eric Le Calvez. Donc, en étant au sein du groupe BPCE, il y a une vision aussi des clients des banques et de ce qu'elles peuvent subir. Donc, quel est le niveau de risque aujourd'hui pour les TPE-PME? Important, ça c'est évident. La précédente conférence, alors j'ai pas tout suivi, mais le peu que j'ai vu, je pense que c'était assez édifiant. Aujourd'hui, alors, on va sortir du point de vue BPCE, mais l'économie de la cybercriminalité, c'est 6 milliards. Troisième économie mondiale, donc voilà. Donc oui, donc tout le monde est ciblé. Les PME, peut-être plus que les autres, parce que les fraudeurs, les cybercriminels, ils prennent pas en considération les petites entreprises ou la difficulté qu'elles peuvent avoir à survivre. Ils vont là où il y a de l'argent facile. Donc voilà. Donc plus ils peuvent faire de coûts, plus facile ils seront et mieux ce sera. Donc oui, l'exposition est très forte et les conséquences sont graves. Je lisais un article, là c'est entre 300 et 500 millions d'euros les conséquences d'une cyberattaque. Pour des PME, voilà, ça peut ruiner beaucoup de PME. De notre côté, on voit, alors, plutôt sous l'aspect fraude, mais qui sont souvent issus de soit de fuite de données, soit d'attaques, etc. On voit beaucoup de sociétés qui mettent la clé sous la porte à cause de ça. Et des fois, ça part juste d'un mail. Donc c'est la sécurité, la cybersécurité, c'est à tous les niveaux. Et donc les PME, TPE doivent prendre ça en compte très tôt et sur tous les aspects. C'est pas simple, mais voilà, c'est important. Alors justement, Lionel, comment une TPE-PME peut évaluer, alors entre guillemets simplement, son exposition? Comment elle fait pour à peu près voir où est-ce qu'elle peut avoir des difficultés et ce qui est essentiel pour elle? Oui. Alors, bon, simplement, effectivement, je ne suis pas sûr parce que c'est quand même très relatif comme notion. Donc, des choses peuvent être simples pour certains et beaucoup plus compliquées pour d'autres. Mais bon, je pense qu'il y a effectivement des éléments de base, des incontournables qui ne sont pas très compliqués à mettre en œuvre et qui permettent d'avoir un premier niveau, effectivement, d'évaluation de son exposition au risque. Je dirais le point de départ, c'est on ne peut évaluer, maîtriser, sécuriser, contrôler, etc. que ce qu'on connaît. Donc, déjà, le point de départ, c'est de connaître son système d'information, les composants de son système d'information. Donc je vais utiliser un gros mot qui est cartographie, d'avoir une cartographie de ton système d'information. Pour une PME, c'est pas forcément très compliqué. Enfin, une PME, elle n'a pas non plus, sauf cas particulier, mais elle n'a pas non plus de système d'information extrêmement compliqué, très étendu, etc. Donc établir cette cartographie, c'est pas forcément très compliqué. En général, ce qu'on voit dans une PME, TPE, ou plus globalement une petite ou moyenne structure, hein, collectivité, etc.,
c'est que l'information, elle existe, elle est répartie dans la tête de plusieurs personnes. Ce qu'il faut, c'est effectivement arriver à la regrouper, à la mettre sur le papier. Cette étape de formalisation, elle est importante. Elle est importante pour s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Et derrière, pour être capable de maintenir cette cartographie. Donc cette cartographie, elle doit couvrir effectivement tous les éléments. Ce qu'on voit aussi régulièrement, c'est typiquement des solutions qui sont en mode SaaS se sont oubliées ou ne sont pas prises en compte. Avec l'argument de dire non, c'est le fournisseur de la solution SaaS qui assure la sécurité, donc je m'en occupe pas. Non, c'est pas si simple que ça. Ne serait-ce que la gestion des comptes et des droits d'accès sur la solution, c'est à vous de le faire. C'est pas le prestataire qui va le faire. Donc important d'avoir cette complétude et important d'avoir aussi au niveau de cette cartographie le lien avec les objectifs, les activités, les process métiers. Donc aujourd'hui, le système d'information, c'est un outil. C'est même de plus en plus un outil de production. Donc c'est important de comprendre à quoi il sert et d'avoir ce lien avec la partie métier. Et je dirais, une fois que vous avez cette cartographie, la première étape, encore une fois pas forcément très compliquée pour avoir cette première évaluation exposition au risque, c'est de se positionner par rapport aux bonnes pratiques. Donc il y a un certain nombre de guides de bonnes pratiques qui existent, à commencer par le guide d'hygiène de la NSSI. Voilà, vous positionnez, vous avez votre cartographie, vous avez vos composants du système d'information, vous vous positionnez par rapport au guide d'hygiène, et si vous avez des gros écarts, c'est que vous devez avoir une exposition au risque non négligeable, voire importante. Donc voilà, je dirais une approche a priori pas très compliquée, pour reprendre le mot simple, permettant d'avoir au moins un premier niveau d'évaluation de son exposition au risque. Alors, l'entreprise, elle peut aussi se tourner vers des acteurs auxquels elle ne pense pas immédiatement, comme l'assureur. Donc, comment les assurances aident les entreprises à faire face à ce risque ? Eh bien, tout d'abord, en fait, nous avons un rôle de conseil auprès de nos clients entreprises. Donc, on doit les sensibiliser sur les conséquences d'une cyberattaque, puisqu'elles peuvent être nombreuses. Il peut y avoir des conséquences économiques, puisqu'il peut y avoir une perte de chiffre d'affaires. Il peut y avoir des conséquences aussi au niveau de l'image de l'entreprise, puisqu'il peut y avoir via les réseaux sociaux, en fait, des détournements d'images, avec tout ce qui est commentaires négatifs sur les réseaux, via Google. Et après aussi, un côté aussi, un enjeu juridique, puisqu'avec, par exemple, l'entrée de la RGPD en 2018, on a un rôle réglementaire et la responsabilité en fait du chef d'entreprise ou de l'entreprise elle-même peut être recherchée s'il manque à ces réglementations. Et donc nous en fait, après l'avoir sensibilisé, on va lui faire une étude en fait, ce qu'on appelle la découverte, donc pour analyser en fait un peu son risque, ses besoins et lui proposer en fait une solution d'assurance avec des garanties adaptées à la situation de l'entreprise. Et donc, comment ça se met en place en fait? Donc, on fait l'étude, donc on a certains critères donc, qui vont être le chiffre d'affaires, surtout après au niveau des moyens de protection, voilà, s'il y a des antivirus, si les mots de passe, suivant combien de fois ils sont changés, tout un tas de critères en fait. Et une fois qu'on a réuni ces critères, on sort un projet et on adapte les garanties en fonction de l'entreprise. Voilà. Merci Mathieu. Et puis il y a un autre acteur qui peut aider le chef d'entreprise, c'est l'avocat. Donc je me tourne vers Nicolas. La question aussi qu'on peut se poser, quelle est la responsabilité du chef d'entreprise? Quelles sont les contraintes réglementaires auxquelles il est les risques, enfin. Oui, donc je rejoins ce que disait Mathieu. Donc il y a des risques juridiques qu'il faut connaître, appréhender, qui sont essentiellement de trois ordres. Donc le risque administratif, donc la sanction de la CNIL, le risque civil, la demande de réparation d'un préjudice, qui peut venir, par exemple, de personnes concernées qui sont victimes d'une fuite de leurs données, ou d'un partenaire commercial. Donc, si, par exemple, vous traitez des données pour le compte d'un client et que vous perdez ces données, ça peut être des données techniques, hein, pas forcément des données personnelles. Vous pouvez, voilà, en tant qu'entreprise, être amené à réparer ce préjudice. On a vu, par exemple, avec l'incendie d'OVH de cette année, qu'il y a ce risque pour tout acteur qui traite des données
pour le compte de quelqu'un d'autre, finalement. Également, il y a un risque pénal parce qu'aujourd'hui, il y a des délits, notamment pour des violations de certains articles du RGPD. Donc ça, vous avez ces trois typologies de risques juridiques qui convient de connaître en tant que chef d'entreprise. Maintenant, bon, voilà, peut-être avant de rentrer un peu plus dans les détails, il est important de souligner, et ça aussi je rejoins les intervenants avant moi, c'est qu'il faut y avoir une approche par les risques, d'accord? Donc, si je peux glisser un mot d'anglais, risk-based approach, qui est prôné depuis longtemps par les instances européennes de la protection des données et qui est consacré aussi dans le RGPD. Donc, si vous regardez des articles clés du RGPD, donc c'est-à-dire l'article 24, qui parle de l'accountability, la responsabilité de l'entreprise, et l'article 32 qui dit que vous devez sécuriser les données personnelles que vous traitez. Là, on parle toujours d'une approche par les risques. Donc, c'est-à-dire, on va regarder selon la gravité des risques pour les personnes concernées, la vraisemblance du risque. Voilà, ceux qui travaillent avec BIOS vont connaître ces idées qui ont été reprises par le RGPD. Donc, c'est-à-dire, vous devez mettre le curseur sur votre exposition au risque en tant qu'entreprise. Donc, vous allez regarder les types de données que vous traitez, les volumes, la sensibilité. Est-ce que vous êtes dans le secteur de la santé voilà, ensuite, les types de traitements que vous réalisez. Est-ce qu'il y a un profilage des personnes concernées, une prise de décision automatisée? Voilà, quelles sont les finalités des traitements? Et donc, c'est sur cette base que vous allez pouvoir décider quelles sont les mesures appropriées et techniques organisationnelles, juridiques, contractuelles à mettre en place parce que les autorités de contrôle, la CNIL notamment, vont prendre en compte ces mesures que vous avez prises si un jour, malheureusement, il y a une faille de sécurité entraînant une violation des données. Ils vont regarder, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que finalement, ils ont toiletté les contrats avec les sous-traitants, ceux qui traitent les données pour leur compte? Voilà, et vis-à-vis aussi de vos clients, vous pouvez aussi essayer de vous protéger par une voie contractuelle. Donc, c'est-à-dire essayer de plafonner votre responsabilité par des clauses sur... Bon, voilà. Par exemple, on a vu une jurisprudence Capgemini au lot entre un hébergeur de données et son client. Il y a eu une panne informatique entraînant une perte de données techniques et le contentieux a eu lieu autour du plafonnement de la responsabilité du sous-traitant. Donc ça, c'est un risque que vous pouvez appréhender, notamment par voie contractuelle, mais aussi en termes de mise en place de mesures organisationnelle. Il y a une formation de vos équipes, une sensibilisation, la mise en place des mesures exigées par le RGPD, donc des analyses de risque, le DPO, est-ce que je dois avoir un DPO, etc. Donc il y a certaines choses que vous pouvez faire d'ores et déjà pour voilà, réduire, appréhender voilà, les risques juridiques que vous pourrez être amené à rencontrer. Voilà, et cette question d'approche par les risques, justement, il y a un vrai débat en ce moment dans les cercles voilà, de protection des données, de la data, sur quelle est finalement la portée de cette approche. Parce que s'il y a une reproche qui est faite envers les instances européennes en ce moment, c'est de peut-être prendre une approche un peu trop procédurière et rigoriste à la conformité au RGPD. Notamment, on a vu l'année dernière une décision par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt Schrems qui a pris une approche envers les transferts des données vers les États-Unis qui est très stricte. Et finalement, on est pris dans une certaine insécurité juridique autour de ces transferts parce que, bon, vous le savez,
il y a beaucoup de sociétés qui sont dépendantes des outils américains. Voilà, donc on est obligé un peu de faire appel à ces entreprises-là, alors qu'on a cet arrêt de la Cour qui dit que bon, voilà, a priori, c'est plus possible, sauf dans certaines circonstances, de faire ces transferts. Et juste pour parler un peu d'approche alternative, il y a en ce moment en Angleterre une réforme proposée du droit de la protection des données. Vous le savez peut-être, le RGPD, même après le Brexit, fait partie du droit anglais. Et là, ce mois-ci, les Anglais ont annoncé qu'ils souhaitent alléger le RGPD UK, comme on le dit, en notamment se basant beaucoup plus sur une approche qui sera adaptée à l'activité de la société. Voilà, donc on sera plus sur des registres, des traitements, des analyses d'impact automatiques dès lors que vous traitez des données personnelles. On va être plus sur un droit souple basé sur la comptabilité. Donc la question, c'est est-ce que les instances françaises, européennes vont suivre cette approche de plus en plus et qu'on va être davantage sur une approche par les risques, voilà, à l'anglaise. Donc bon, ce sont des questions à venir, mais ce qu'il faut savoir en ce moment, c'est voilà, vous mettez le curseur sur votre propre exposition au risque en tant qu'entreprise et en tant que dirigeant, hein, parce que les violation du RGPD, les sanctions de la CNIL, ça peut être voilà, très significatif financièrement. Ça peut entraîner des conséquences graves commerciales. Donc, si vous pouvez perdre des clients, si vous travaillez notamment avec des grands groupes qui aujourd'hui ont certaines exigences autour de la RSE, dont la protection des données fait partie. Aussi, si vous avez vu les clauses pour les achats publics, ça aussi, il y a si vous vous intéressez au marché public, vous devez vous mettre en conformité avec en termes de sécurité des données, de protection des données personnelles, afin de rester dans les clous envers vos clients du secteur public. Donc là aussi, il y a des conséquences commerciales de risques juridiques. Et si je peux finir sur la responsabilité du dirigeant, peut-être dans des circonstances extrêmes, on pourrait voir engager la responsabilité civile du dirigeant en cas de faille de l'entreprise, faillite de l'entreprise, parce qu'ensuite il y a les administrateurs, les mandataires judiciaires qui pourraient peut-être regarder s'il y a eu une faute de gestion. Là, on est dans des cas un peu extrêmes, mais il faut le garder en tête qu'il y a ces risques qui sont civils, administratifs, pénaux aussi. Voilà, on a aujourd'hui des délits spécifiques et il faut les intégrer un peu par analogie. Là, c'est plus ou moins... tout le monde sait qu'il peut y avoir en droit du travail des délits d'entrave, des délits de prêt de main-d'œuvre illicite, etc. Et là, je pense qu'il va falloir raisonner de la même manière pour ces délits qui sont liés à la protection des systèmes informatiques et partant des données personnelles. D'où l'importance d'être bien entouré et d'aller chercher les experts qui peuvent vraiment répondre à ces sujets, parce qu'on a vu que c'était quand même assez complexe et bien entendu, le chef d'entreprise ne peut pas répondre tout seul à ces enjeux. Et alors, il y a un risque aussi qui a été évoqué un petit peu, mais qui est vraiment essentiel et qui n'est pas forcément bien pris en compte par le chef d'entreprise, c'est le risque humain. Là, je me tourne vers Jérôme. Merci beaucoup. Je pense que d'ailleurs ça fait une très bonne transition, ça a été brièvement évoqué par l'ensemble des intervenants. Je rejoins tout ce qui a été dit effectivement, donc on va pas revenir dessus, mais surtout d'avoir une approche par les risques pour votre entreprise, et ça s'applique aux PME ou aux grands groupes. Je veux dire, c'est la même démarche pour tous, après avec des implications différentes. Et puis on parlait de données personnelles, et je trouve personnellement qu'il y a un point qui est peu souvent abordé, ou en tout cas pas assez comparé au risque que ça engendre derrière, c'est l'humain. Donc l'humain, qu'est-ce que c'est que le risque humain? Ça va être donc toutes les données qui sont exposées vous concernant sur Internet, ce qu'on peut appeler aussi l'empreinte numérique.
Et donc sur ces données-là, ça va de la simple adresse email professionnelle à des informations comme votre signature, des données de santé qui ont pu fuiter, ce genre d'éléments. Et en fait, tout ça mis bout à bout peut être utilisé par les attaquants, notamment, pour pénétrer au mieux votre entreprise. Tout à l'heure, on parlait de toutes les vulnérabilités IT, enfin techniques, informatiques. Et donc là, admettons que vous ayez, je ne sais pas, on va prendre un exemple au hasard, votre signature disponible sur Internet, votre date de naissance et puis votre nom, prénom. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, hein, donc PME, grand groupe, start-up, peu importe, on peut par exemple faire signer, si j'étais attaquant, je pourrais faire signer à vos structures des documents à votre place. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur un exemple sur comment ça se concrétise réellement dans la vie de tous les jours. Et puis sur la préparation des attaques, on a toute la phase de reconnaissance. Alors je ne vais pas refaire le schéma d'attaque, ce qu'on appelle la kill chain, mais vous avez plusieurs étapes, donc une phase de reconnaissance en amont qui est très longue. Et donc c'est toutes ces informations-là, et parfois qui sont les plus banales, qui vont permettre de pénétrer potentiellement un système. Et donc le but de faire cette évaluation-là, c'est de faire un audit d'exposition aux menaces numériques, donc qui se complète très bien avec les solutions ou les démarches de prestataires qui sont faites sur les vulnérabilités informatiques, et ce qui permet d'avoir la complétude sur la connaissance de votre surface d'attaque. Et donc ça s'intègre tout à l'heure, on parlait de cartographie, et c'est absolument approprié parce que la cartographie permet de prioriser quels risques nous allons traiter en premier et quels sont des risques qui sont plus acceptables, ou parfois certains risques sont transférés, la responsabilité n'est pas transférée, mais sont transférés sur une assurance par exemple. Donc il y a plusieurs éléments pour traiter un risque. Et donc là, sur ce risque personnel, si vous n'en avez pas conscience, du coup, il y a un trou dans la raquette. Et donc là, vous êtes exposé à d'autres types d'attaques. On parle beaucoup peut-être c'est un terme qui vous parle, du social engineering, donc l'ingénierie sociale, qui consiste à connaître au mieux une personne ou une organisation pour la manipuler, lui faire des actions qu'elle n'aurait pas prises par elle-même. Et donc là, on est totalement là-dedans, parce que si je sais que vous êtes fan de Star Wars et que vous aimez les Rubik's Cube, peu importe, je peux très bien préparer un joli mail de phishing pour le prochain Star Wars qui vient de sortir ou pour la prochaine convention, etc. Vous l'envoyez et du coup, j'augmente drastiquement les chances, en tout cas, les chances pour moi parce que je suis attaquant, mais les risques pour vous de cliquer sur cet email-là et donc du coup de vous faire piéger. Et donc après, ça a été cité, ça peut partir d'un mail, effectivement, ça part souvent d'un mail d'ailleurs. Et tout le monde est concerné dans l'entreprise par ces risques-là. Il n'y a pas que le dirigeant qui est ciblé. On entend souvent quelque chose qui est je n'ai rien à cacher ou ça ne me concerne pas. Ils ont plein d'autres entreprises auxquelles s'attaquer. Et en réalité, premièrement, on ne peut ne pas être la cible principale d'une attaque, c'est-à-dire que c'est le principe d'attaque par ricochet, donc parce qu'un prestataire justement s'est fait toucher, nous-mêmes nous le sommes, parce qu'on est interconnectés sur le même réseau, etc. Donc en fait, le risque cyber au sens plus large du terme touche vraiment toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire des entreprises aux clients, aux divers partenaires. On parlait tout à l'heure d'évaluer son propre niveau de risque, et je pense même que ça permet d'être un argument supplémentaire vis-à-vis de vos clients finaux, étant donné que le risque des tiers est quelque chose qui est relativement compliqué à gérer, parce que vous ne pouvez pas imposer à vos tiers d'avoir une certaine maturité sur le risque cyber. Et donc il y a plein de grands groupes notamment qui ont subi des attaques par ricochet parce qu'ils sont entrés par les prestataires qui avaient un niveau de sécurité plus faible, donc souvent des PME, et pour finir à rentrer parce que le prestataire va un accès sur l'extranet, l'intranet de l'entreprise. Donc je pense que faut vraiment prendre le risque cyber dans son entièreté, et le risque humain est extrêmement important là-dedans, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Merci. Alors, bon, on a vu qu'il y avait beaucoup de risques, malheureusement, très étendus, qui touchent à plein de domaines. Donc, pour le chef d'entreprise, c'est quand même un petit peu compliqué. Dans une petite structure, on peut imaginer qu'il a quand même beaucoup d'autres choses à gérer. Alors, je me tourne vers Eric. Quelles sont les premières questions que peut se poser le chef d'entreprise pour essayer d'initier une démarche de gestion des risques? Il y en a plein, en fait. C'est ça qui est compliqué. Non, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi mon plus grand risque?
C'est bien quand on se pose la question parce qu'on va imaginer beaucoup de risques. Donc après, Jérôme nous expliquera comment structurer tout ça, mais on va se poser plein de questions. Et souvent, le plus gros risque, c'est pas celui auquel on va penser en premier. J'aime bien l'exemple de la RATP. Le plus gros risque pour la RATP, c'est pas que les trains s'arrêtent, c'est qu'il n'y ait plus de courant. Parce que dans les stations, elles sont toutes souterraines. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de lumière. Et là, les risques humains sont énormes. Parce que les trains, s'ils s'arrêtent, c'est pas grave, hein, il y a plein de raisons pour lesquelles ils s'arrêtent. Donc voilà, donc, se poser la question, quel est le plus gros risque pour l'entreprise? Puis après, la deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour protéger mon entreprise? J'ai rien fait, donc j'ai forcément quelque chose à faire. J'ai fait quelque chose, c'est bien. Est-ce que c'est suffisant? Non, bah, j'ai quelque chose à faire. J'ai fait quelque chose, ouais, c'est suffisant. Il y a peut-être un risque là qu'on soit trop confiant. Donc si on pense que c'est suffisant, il faut le faire tester. Donc il y a c'est ce qu'évoquait tout à l'heure le précédent intervenant. Faites-vous auditer, analysez. Voilà. Donc faites-vous accompagner parce que être spécialiste en analyse de risque, ça s'improvise pas. On peut se former, etc., mais ça s'improvise pas. Il y a des méthodes, on peut les connaître, etc., mais l'expérience est importante. Et la connaissance aussi de l'entreprise. Et donc, là-dedans, l'implication de toute l'entreprise, le chef d'entreprise en premier, mais de toute l'entreprise, dans cette démarche d'analyse de risque est essentielle. Parce que l'intervenant, il peut dérouler sa méthode, mais si personne ne l'aide, ça ne servira à rien. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc, si on résume, l'entreprise doit savoir toutes les données qui circulent dans son entreprise, enfin, le chef d'entreprise, pardon, doit avoir conscience de toutes les données qui circulent dans l'entreprise, ensuite qu'il identifie quel est le plus gros risque. Bon, et après, cette démarche d'analyse de risque, il faut la mettre en place, il faut la pérenniser. Comment on fait, Lionel? Alors, si tu permets, Caroline, je vais parler plus globalement de démarche de maîtrise, de gestion de maîtrise des risques que uniquement d'analyse de risque. Parce que la partie analyse de risque, c'est un bout de cette démarche. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si la dernière version d'Ebios, elle s'appelle Ebios Risk Manager. C'est bien pour avoir cette approche globale de gestion et de maîtrise de risque. Donc, alors je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de points clés pour faciliter pour les petites et moyennes structures à nouveau la mise en place d'une démarche dans le temps, d'une démarche pérenne pour justement cette gestion et cette maîtrise des risques. Et alors je vais être un petit peu, comment dire, iconoclaste par rapport à ce qui a été dit, mais enfin à la limite pour moi la première étape c'est pas de commencer par une analyse de risque. Et je rejoins ce que je disais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Déjà, c'est se connaître. Donc, j'insiste à nouveau sur cet aspect de cartographie et de lien avec les activités, avec le business, avec les process métiers, etc. Et déjà, donc, appliquer sur là-dessus, à nouveau, les bonnes pratiques. Guide d'hygiène de la NSSI, enfin il n'y a pas que celui-là, hein, il y a cybermalveillance.gouv.fr avec BPI France ont sorti un guide aussi avant l'été, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de guides qui existent. Et déjà, ce qu'on voit, si vous appliquez ça, alors ça dépend évidemment du contexte, ça dépend du contexte de la structure en question, ça dépend de ses clients, ça dépend de son activité, mais déjà en appliquant ça, vous couvrez 70 à 80%, voire 90% des risques que vous pouvez avoir. Alors après, le reste, il faut bien évidemment l'analyser, le prendre en compte. Donc c'est là où vous rentrez dans la liste de risques. Et il faut le faire parce que le reste peut faire très mal. Je veux dire, ça a été évoqué par les différents intervenants. Donc le reste peut faire très mal, donc il faut le faire. Mais là encore, problème clé qu'on rencontre dans les PME, TPE, PME, PMI, c'est des problèmes de compétences, des problèmes de ressources, des problèmes de disponibilité. Donc c'est une démarche qui doit forcément être progressive. Donc encore une fois, vous avez fait cette première étape des bonnes pratiques, vous rentrez dans une phase d'analyse de risque, et c'est là effectivement où votre cartographie va vous aider, et on rejoint le point effectivement des principaux risques, donc vous allez bien évidemment vous intéresser aux éléments qui sont le plus critiques pour votre activité et pour votre business, et dérouler une analyse de risque là-dessus. Et voilà, donc il y a des outils qui existent. Alors moi, évidemment, je vais prêcher pour Ebios, pour Ebios Risk Manager, qui peut faire peur. Enfin, moi, effectivement, dans mon activité de consultant, j'ai des clients qui me disent « Oh là, c'est trop compliqué, c'est une usine à gaz, etc. »
J'insiste, je dis non, c'est pas trop compliqué, c'est pas une usine à gaz, c'est une boîte à outils EBIOS qui doit être adaptée et qui peut être déclinée en fonction de votre environnement. Au sein du club EBIOS, donc on a ce qu'on appelle un collège des praticiens où il y a des personnes de différents horizons, aussi bien des consultants que des RSSI, que des DSI, des utilisateurs, etc., qui interviennent, qui font part de leur expertise. Et ce collège, sur cette base-là, produit un certain nombre d'éléments. Et il y a notamment un élément, je vous invite à aller voir sur le site du club, qu'on a appelé EBIOS Fast Track, et qui est en fait un guide qui permet de dérouler EBIOS sur une journée. Donc, pour une structure PME, TPE, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, qui vous permet, au bout d'une journée, d'avoir déjà une très bonne connaissance de vos risques cyber, des mesures, encore une fois, complémentaires aux bonnes pratiques que EBIOS Risk Manager appelle le socle de sécurité, donc complémentaires à mettre en œuvre pour gérer, pour appréhender ces risques qui ne sont pas couverts par ce socle de sécurité. Donc voilà, donc il y a des choses qui existent, qui sont adaptées aux PME, TPE. EBIOS, mais enfin, on peut dire la même chose pour d'autres méthodologies, ce ne sont pas des usines à gaz si c'est pris de la bonne manière, si c'est adapté, si c'est pris de la bonne manière et si c'est pris comme une boîte à outils. Voilà, donc après, voilà, vous rentrez dans une démarche progressive, vous allez traiter vos risques effectivement au fur et à mesure, de manière progressive. Alors ça nécessite de dégager du temps et des ressources forcément, hein, c'est pas zéro coût, mais voilà, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est bien évidemment quelque chose d'indispensable et une démarche indispensable, aussi bien vis-à-vis de votre activité, de votre business, que vis-à-vis des aspects juridiques, que par rapport voilà, à vos clients ou des assurances qui peuvent exiger un certain nombre de choses. Donc de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, aujourd'hui c'est indispensable. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les systèmes d'information sont de plus en plus des outils de production dont les conséquences peuvent être graves. Donc vous rentrez voilà, dans cette démarche, je dirais, d'amélioration continue. Alors, sans rentrer dans du 27001 pour ceux qui connaissent, etc. Mais on rentre quand même par ce biais-là dans une démarche d'amélioration continue. Et dans cette démarche-là, vous allez ensuite intégrer et prendre au fur et à mesure, et c'est là où il y a l'aspect aussi pérennité dans le temps qui rentre en ligne de compte, tout ce qui peut vous arriver. Donc des incidents de sécurité que vous avez, il faut que vous les preniez en compte dans vos analyses de risque. Les vulnérabilités qui peuvent être identifiées effectivement sur vos systèmes, il faut que ça rentre en compte dans votre analyse de risque pour venir étayer les scénarios d'attaque qu'il peut y avoir sur votre système, etc. etc. Et c'est comme ça que, voilà, pour une structure, pour une petite et moyenne structure, vous pouvez tout à fait mettre en œuvre une démarche complète et pérenne dans le temps sur la maîtrise de vos risques cyber. Alors, un point qui a été qu'on a réévoqué et peut-être qui est important, la partie couverture assurantielle. Peut-être le chef d'entreprise peut se poser des questions sur les garanties auxquelles il doit être attentif. Oui, parce qu'il y a pas mal de garanties et c'est là où notre rôle de devoir de conseil va être important parce que chaque situation, chaque chef d'entreprise n'a pas les mêmes attentes d'un contrat d'assurance. Donc c'est vrai qu'il y a des garanties en fait qui sont automatiquement incluses dans les contrats. Ça va être tout ce qui va être piratage des données, perte d'exploitation, ce genre de choses. La responsabilité civile aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est quelque chose d'important parce que si on ne met pas en place des contrats avec ses prestataires, par exemple, on peut aller chercher la responsabilité du dirigeant et ça peut lui coûter très cher. Donc ensuite, du coup, là où il va falloir qu'il soit vigilant, c'est au niveau de l'organisation de l'entreprise, c'est de mettre en place. Alors nous, en assurance, on ne demande pas des choses très compliquées. On va surtout demander en fait au moins que le minimum, en fait, c'est que par exemple les mots de passe soient changés périodiquement, les sauvegardes soient faites à peu près toutes les semaines, allez, 15 jours maximum. En fait, c'est des choses qui sont simples, mais qu'il faut mettre en route et surtout le maintenir. Et ensuite, il y a un point qui est pour moi très important, c'est sensibiliser les collaborateurs, parce que c'est eux qui sont en première ligne en fait. Et comme on parlait de phishing tout à l'heure, il faut savoir que ça représente 79% des attaques. Donc un simple mail, on clique sur une pièce jointe. Donc c'est pour ça que les collaborateurs, il faut les former en fait, les sensibiliser à faire attention et à respecter les règles, voire établir même des chartes pour pas qu'il y ait de débordement. Et ensuite, en fonction de tous ces points qui ont été vus et mis en place, le chef d'entreprise va pouvoir choisir ses garanties en fonction de ce qu'il souhaite. Par exemple, il y a eu quelque temps
un domaine viticole en Bourgogne qui a été victime en fait d'une cyberattaque. Il avait un site de e-commerce et juste avant les fêtes, en fait, il y a un hacker qui a piraté le système et du coup, pendant 5-6 jours, le site ne fonctionnait pas, donc il a perdu du chiffre d'affaires. Il y a eu des frais pour remettre le site en état et heureusement qu'il avait pris un contrat, par exemple, ça lui a coûté 48 000 €. Ça lui a coûté 48 000 €, donc nous on est intervenu, on a payé ces frais-là. Donc l'assureur, pour bien couvrir les risques cyber et ne pas en oublier. Surtout ne pas en oublier. Sur les conséquences d'une attaque en tout cas, et puis aussi comme accélérateur de la sécurisation, puisqu'il y a des exigences un minimum sur ce que met en place l'entreprise. Donc ça, c'est positif. Alors là, il y a un point qui est important sur l'exemple. Les données ont de la valeur, il y a des conséquences. Donc, Nicolas, par rapport à cette valorisation des données pour l'entreprise, ne pas forcément voir ça que comme une pression, la gestion des risques, mais aussi une valorisation des données, la valeur de l'entreprise. Oui, voilà, et c'est un magnifique exemple qu'il vient de donner Mathieu. On est sûr, bien entendu, c'est une question de valorisation de l'entreprise, puisque c'est votre outil de travail qu'il s'agit de protéger. C'est une question de confiance, voilà, des consommateurs, de vos clients si vous êtes dans le B2B. Et au-delà de ça, si votre modèle d'activité est basé sur l'exploitation de données, c'est une question de disponibilité. Donc, tout le monde s'accorde. Voilà, la data, les données techniques, les données personnelles sont le carburant de l'IA et des technologies de l'avenir. Donc, même si vous n'êtes pas dans ces secteurs-là, pouvoir traiter avec confiance vos bases de données en sachant qu'elles ont été constituées licitement, qu'elles sont bien protégées, que ce soit sur le plan contractuel, sur le plan de la propriété intellectuelle aussi, donc protection de vos bases de données. Il y a aussi des questions de secret des affaires, donc protection de votre savoir-faire. Bien évidemment, si ces bases de données sont bien constituées de façon licite et protégées et que vous avez mis en place les démarches de sécurité technique organisationnelle pour le sécuriser, alors ces bases de données, ce savoir-faire et votre entreprise aura une valeur augmentée. Voilà, le problème souvent... on le voit au moment où vous souhaitez faire du fundraising. Il y a des investisseurs qui viennent, ils font des audits de l'entreprise en question et ils voient qu'il y a des manquements. Il y a des choses qui n'ont pas été faites et ça va être repris dans le gap et ça peut éventuellement impacter même la valorisation de l'entreprise au moment où vous en tant que dirigeant, vous souhaitez faire du LBO. Ça c'est à garder en tête aussi. Hein. C'est pas dans le moment maintenant qu'il faut réfléchir. Il faut penser dans ici 3-5 ans où est-ce que je me projette par rapport à mon entreprise. Et c'est pour ça que il s'agit de mettre en place des démarches qui, finalement, c'est du bon sens. Voilà, je protège mon actif informationnel, mon outil de travail, avec l'aide, on a évoqué des consultants, des juristes, des assureurs, mais aussi ça vient d'une volonté en interne de prendre la mesure de cette problématique. Donc c'est pour ça qu'on martèle l'idée de sensibilisation qui est très importante. Également, je pense qu'il faut s'inscrire dans une démarche de compliance de la RSE. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Je répète ce point. Aujourd'hui, quand on travaille pour des clients, des PME, et qui signent des contrats avec des gros, on va les accompagner sur la négociation de ce contrat, mais il y a des choses qui
ben voilà, qu'on ne peut pas négocier. Voilà, donc c'est-à-dire il y a des annexes à ces très gros contrats qui disent que vous allez respecter notre charte éthique, vous allez respecter vos obligations en matière de sécurité sociale, en droit du travail, et de plus en plus en matière de protection des données. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas dans cette démarche, vous allez passer à côté de ces, de ces marchés, que ce soit privé ou public. Voilà. Donc, c'est vraiment une question de sécuriser la viabilité commerciale de l'entreprise, finalement. Voilà. Merci. Donc on a eu beaucoup d'informations sur les risques et sur la façon de tenter de prendre en compte ces risques, de les gérer, d'y faire face, de mettre déjà des premières choses en place. Peut-être un dernier point, Jérôme, sur des aspects qu'on aurait pu oublier. Alors peut-être qu'on va repartir d'un exemple et pour montrer que ça touche tout le monde. Donc le sujet de notre table ronde est principalement axé sur les PME, mais pour montrer que ça peut vraiment toucher tout le monde, même des entités publiques qui ont d'autres enjeux d'assurer la continuité du service public, etc. Même si c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a réalisé par exemple une prestation pour une grande mairie. Qui était victime de fraude sur tout ce qui était logements sociaux. Donc en fait, il y avait des personnes qui avaient trouvé la signature du maire et le cachet de la mairie donc sur des documents qui traînaient en ligne et qui s'amusaient donc à vendre, donc ça se vendait au marché noir entre guillemets, à vendre des places dans des HLM, étant donné qu'ils arrivaient avec une lettre signée de la main du maire en disant j'accorde à Madame X un logement social à partir de telle date, etc. Et donc, quand on a accompagné donc, cette mairie sur cette démarche-là, ça a servi à plusieurs choses. Ça a permis premièrement de donner des éléments tangibles pour la judiciarisation de l'affaire, ça c'était important, et puis aussi de trouver tous les endroits où ces informations étaient disponibles sur Internet pour forcément l'objectif d'aller les supprimer et de faire le nettoyage adéquat derrière. Donc l'idée de cet exemple, c'est de montrer qu'en fait tout le monde est exposé, ça a été répété à de nombreuses reprises. C'est vraiment l'affaire de tous, c'est-à-dire qu'on soit du stagiaire au dirigeant et de la start-up d'une seule personne aux plus grands groupes internationaux. Ça touche vraiment tout le monde et on parle beaucoup de bonnes pratiques. C'est extrêmement important, effectivement, d'avoir une hygiène de base. Ça a été rappelé par Lionel à plusieurs reprises. Mais voilà, il faut vraiment se connaître, tout simplement. C'est comme dans la vie de tous les jours, c'est connaître votre système d'information. Alors, sans être forcément extrêmement technique, on n'a pas besoin de rentrer dans des détails très très précis, mais déjà d'avoir une vue d'ensemble sur quels sont les risques auxquels on fait face. Et on revient à l'histoire de la cartographie et à EBIOS-CRM d'ailleurs, qui est avec la partie fast track qui est adaptée à ce type de structure. Il y a plein d'autres méthodes d'analyse de risque. L'idée, c'est juste d'avoir cette posture de sécurité, cette démarche, de se connaître au mieux et pour se sécuriser et sécuriser sa surface d'attaque. Donc voilà, après, si vous voulez d'autres exemples, je pourrais vous en donner après. Mais... Alors, je crois que vraiment, là, ce qu'on peut retenir par rapport aux différentes... Alors, il y a eu beaucoup d'informations, mais il y a ce côté qu'on retrouve en fait à tous les niveaux, c'est-à-dire la maîtrise de nos données. C'est-à-dire l'entreprise doit maîtriser ses données, ça vaut aussi pour nous à titre personnel, et on voit qu'en fait, il y a une... Si la personne, au niveau personnel, ne contrôle pas ses données, des attaquants sont capables d'utiliser ces données déjà contre elles-mêmes. Il y a dans les campagnes de cybermalveillance, il y a une petite image où il y a un petit bonhomme qui dit « je suis parti en vacances ». Donc pour bien dire, alors on met ça sur Facebook, on met ça partout. Et donc malheureusement, il y a des gens malveillants qui surveillent même ça et qui vont aller cambrioler les personnes. Donc en fait, on va être sur une exposition d'informations numériques qui va avoir un impact dans le monde physique. Et d'autre part, cette exposition des données qui peut impacter l'entreprise, ça a été évoqué tout à l'heure, pour monter une attaque par rapport à un collaborateur qui a donné une information sur un fonctionnement de l'entreprise et qui va être exploité par des attaquants, ou même de la donnée purement de l'entreprise qui peut être pris à ce compte-là.
Est-ce que je peux donner juste un dernier petit exemple? Le coup des réseaux sociaux me fait penser à quelque chose où on a vu donc sur une des réalisations que nous avons faites, en fait il y avait un employé qui avait posté, donc c'était le soir de Noël, donc le soir du 24 décembre, une photo à l'intérieur des locaux en disant regardez, en gros je suis le seul à être présent, tous les bureaux sont vides. Alors déjà c'est cool parce qu'on sait qu'il n'y a personne, mais deuxièmement il y avait énormément d'informations, on ne se rend pas compte c'est exactement ce qui a été dit, hein, de la mine d'or qu'il y a, ne serait-ce que sur une photo. Donc là, par exemple, sur cette photo-là, ça permettait de savoir donc quels étaient les bureaux, à quel étage était la personne, donc à quel étage était quel service. Mais au-delà de ça, par exemple, vous aviez les ordinateurs avec les fonds d'écran. Donc là, on va rentrer sur quelque chose de relativement technique, mais on va rester large. C'est-à-dire qu'en fonction du fond d'écran qu'il y avait sur l'ordinateur ou des machines qui étaient sur la photo, on pouvait savoir quel système d'exploitation était utilisé, potentiellement quelles vulnérabilités y sont liées. Et donc, en fait, vous avez votre phase de reconnaissance dont je parlais tout à l'heure, de connaître justement l'environnement que vous souhaitez attaquer. Alors encore une fois, si je me mets dans la peau d'un attaquant, et donc c'est une mine d'or vraiment incroyable, donc il faut faire attention à tous ces aspects-là. Mais je pense que ça concerne tout le monde au niveau personnel comme au niveau professionnel. Et si on applique les bonnes pratiques déjà au niveau personnel, eh ben, ça peut aussi irradier au niveau professionnel. Alors j'ai eu des commentaires pendant que nous échangions. Donc, bon, je ne vais peut-être pas donner tous les commentaires. Un point important, c'est vrai que nous, on a quand même des instances qui sont très actives. On a l'ANSSI qui a été évoqué tout à l'heure, qui publie des guides. Vous avez la CNIL aussi, qui publie un certain nombre de documents. Les deux ont aussi produit des MOOC, enfin un MOOC pour l'ANSSI, un MOOC pour la CNIL, qui sont vraiment très bien faits. Et alors là, j'en profite pour faire un peu de publicité pour moi, puisque moi, je m'occupe du projet Cyberrock et qui a déjà une réalisation avec le portail Cyberrock. Et si vous cherchez les documents qui ont été évoqués, vous les retrouverez sur le portail, dans la cybertech. Et si vous cherchez les MOOC, de la même façon, le MOOC de l'ANSSI et le MOOC de la CNIL sont en ligne sur Cyberrock. Voilà. Comme ça vous permet un peu de retrouver toute l'information qui a été évoquée, que nous avons concentrée sur cette plateforme de manière à faciliter, enfin, en tout cas, on a concentré les liens, de façon à faciliter l'accès à cette information. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je regarde si j'ai des questions. On m'a dit de regarder mon téléphone. Excusez-moi. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je fais autre chose. D'accord. Oui, alors il y a eu des commentaires, effectivement. On a évoqué les risques. C'est vrai qu'on est parti quand même du risque cyber. Mais sur les données, il y a d'autres risques qu'il faut prendre en compte. Donc, je ne sais pas si vous voulez, si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. On a parlé d'OVH, par exemple, tout à l'heure. Les données peuvent être, disons, détruites ou perturbées par d'autres choses que des risques cyber. Oui, après, ça peut être exploité aussi dans de l'ingénierie sociale. On l'a évoqué, alors je ne sais plus si c'était cet atelier ou l'autre, mais on peut faire de l'ingénierie sociale, on récupère des données, des attaques ciblées, et puis, résultat des courses, il y a quelqu'un qui se fait passer par le chef d'entreprise et qui fait faire des virements à destination de l'étranger, et puis l'argent part. Et ça arrive très souvent. Alors, je suis bien placé pour le savoir. Ça arrive très très souvent et sur des grands groupes, sur des petites PME. Et on avait l'exemple d'une agence immobilière où les fraudeurs étaient très très bien renseignés. Ils ont fait les opérations au moment où la trésorerie était la plus importante, parce qu'ils avaient récupéré des grosses ventes. Et c'est parti, et l'agence immobilière a fermé. Voilà. Donc oui, les données sont importantes, et quelles qu'elles soient. Alors ça, c'est un point dont on ne parle pas assez, mais vraiment, il y a des entreprises, surtout les petites, qui n'ont pas la trésorerie qui vont déposer le bilan dans les mois qui vont suivre une cyberattaque. Donc ça, c'est vraiment catastrophique. Non, moi, c'est vrai que j'ai parlé, on a évoqué les risques cyber, mais j'ai parlé aussi plus globalement des risques sur les systèmes d'information, donc voilà. Qui englobent, et quand on regarde effectivement, si je reviens sur les guides d'hygiène type ANSSI, effectivement, ça traite, ça va au-delà uniquement de la problématique cyber. Et BIOS Risk Manager a une approche par rapport à ça, qui est effectivement basé sur le socle de sécurité. Ça s'appelle le socle de sécurité, dont l'objectif du socle de sécurité, c'est de couvrir la plus grande partie
de ce qui peut être les risques accidentels, les risques non humains, donc ce qui peut être considéré comme en dehors de la cyber. Et après de concentrer sa réflexion sur des scénarios d'attaque par rapport à des problématiques cyber. Mais l'approche de maîtrise de risque doit bien évidemment couvrir globalement les risques sur les systèmes d'information et pas que les problématiques de cyberattaque. Oui, c'est évident. Comme les incendies ou les exactement, les inondations. Et l'aspect OVH, on retombe, et je rejoins encore l'aspect cartographie et identifier dans vos systèmes d'information, dans vos composantes, qui fait quoi. Et beaucoup de clients, suite à l'incendie d'OVH, ont eu des soucis parce qu'ils pensaient que OVH faisait tout et couvrait tout. Ce qui n'était pas le cas. Je veux dire, des clients qui avaient des contrats de base chez OVH, ça prévoyait pas effectivement de redondance, de réplication sur d'autres sites ou ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas eu cette réflexion sur ok, j'ai des éléments de mon système d'information qui sont chez OVH. Qu'est-ce qui est couvert par OVH et qu'est-ce qui est de mon ressort, qu'est-ce que je dois prendre en compte, qu'est-ce que je dois traiter, est-ce que le contrat que j'ai à OVH est suffisant ou pas, est-ce qu'il faut que je prévoie des sauvegardes chez moi ou est-ce qu'il faut que je demande à OVH de compléter sa prestation. Donc voilà, et là effectivement c'est pas de la cyber au sens cyberattaque, mais c'est bien du risque système d'information plus globalement. Et si je peux peut-être d'un point de vue juridique, c'est la question de la disponibilité des données. C'est pas uniquement est-ce que j'ai bien protégé mon système d'information. Il y a aussi la question est-ce que j'ai le droit de traiter ces données. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une base de données avec les coordonnées de 20 millions de personnes, dans quelle mesure est-ce que j'ai une base légale pour les exploiter. Donc, est-ce que j'ai un consentement, le cas échéant. Est-ce que ce traitement va être justifié par l'intérêt légitime de la société. Donc il faut se livrer à cette analyse aussi. On a vu par exemple la CNIL qui a sanctionné une TPE qui avait une base de données de plusieurs millions de personnes qu'elle louait à des annonceurs. Et en fait, elles n'avaient pas... Ils n'avaient aucune preuve du consentement de ces personnes-là. Donc, base de données inexploitable et je ne vois pas comment ils ont pu continuer. Alors, et simplement, juste pour compléter ce qu'on a dit, effectivement, que la cyberattaque, ça concernait effectivement tout le monde, de la plus petite structure, même la TPE unipersonnelle, jusqu'à effectivement groupe international. Les problématiques de conformité et de RGPD, c'est la même chose. La CNIL, les contrôles de la CNIL, ça ne concerne pas que les grandes entreprises et les grosses structures. La CNIL contrôle aussi des PME et ça peut potentiellement faire très mal. On m'écrit qu'il y a une question dans la salle. Oui, bonjour. Je suis ici. Allez-y, on vous écoute. Alors, si vous êtes j'explique pour tout le monde, parce qu'on a des personnes qui sont en ligne également, donc ils ne voient peut-être pas la salle. C'est un peu sombre. Je suis caché, mais n'écoutez que ma voix. J'ai une question plutôt, pas trop sur l'aspect cybersécu, mais plutôt sur la conformité, notamment dans les contrats commerciaux avec les sous-traitants. Partant du principe que je suis une TPE, j'achète une prestation de service à un vacataire quelconque, à qui je demande de se conformer à mon système, parce que moi-même en interne, j'ai fait le travail des chartes SSI, des conformités, etc. Mais est-ce que lui, il a la possibilité, pour X raisons, d'avoir un recours en me disant, moi, je ne veux pas souscrire à votre obligation de conformité sur vos process, mais je me fais l'avocat du diable. J'imagine que moi, dans ma situation, j'ai pas le choix. C'est le seul vacataire disponible. C'est la seule entreprise qui a la techno qui m'intéresse, etc. Dans quel cadre je vais avoir un litige commercial à l'obliger, à le forcer à appliquer ma conformité, ma charte à moi? Je ne sais pas si ma question est très claire, mais... Oui, je pense qu'elle est pour moi. Non, oui. Voilà. Il y a une obligation issue du RGPD de mettre en place un contrat avec tout le monde qui sous-traite, tout acteur qui sous-traite des données pour votre compte. Donc, c'est-à-dire, dès lors que vous faites appel à un hébergeur, par exemple, ou quelqu'un qui fournit un logiciel en SaaS et qui traite pour votre compte des données,
il y a une obligation au titre de l'article 28.3 du RGPD de mettre en place un contrat. Et ce contrat doit contenir des clauses obligatoires. Donc là, ils n'ont pas le choix en fait. Vous avez l'obligation de leur demander des garanties de conformité et eux, ils doivent vous les donner. Sinon, vous serez, et eux par ailleurs, tous deux en infraction RGPD. Donc c'est ça la réponse simple. Dans un deuxième temps, bien sûr, c'est une question de négociation. Donc sur les clauses précises, le contenu précis du contrat, ça va dépendre du poids de chaque société dans la négociation. Mais le principe est admis. Voilà, il faut avoir un contrat de sous-traitance. Merci. D'autres questions? Bon, je remercie mes intervenants. Vous avez peut-être un mot que vous voulez rajouter? Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée.